Dans l'ancien royaume d'un commerçant nommé Chidi était réputé pour son intelligence vive et sa richesse croissante. Sa réputation était aussi brillante que le soleil d'or, respecté sur tous les marchés, de Lagos à Connor. Les commerçants admiraient son talent de négociateur, et son activité prospérait d'année en année. Le savoir-faire de Chidi était inégalé, et son nom à lui seul attirait des clients des villages voisins et lointains. Pourtant, malgré sa richesse croissante, le cœur de Chidi était aussi vide qu'un puits à sec en pleine saison des coups de marteau. Ses collègues commerçants lui disaient souvent « Chidi, à quoi bon un laissez-passer complet si personne ne peut en partager le contenu ?» Même le principal marchand de l'émir a fait remarquer un jour qu'un homme sans épouse est comme un royaume sans souverain. C'est lors du festival danois Rumidig que la vie de Chidi prit un tournant inattendu. Au son des tambours, dans l'odeur des ignames grillés et les rires des enfants, il aperçut Adana, une jeune femme d'une beauté discrète. Contrairement aux autres jeunes filles qui portaient bijoux et robes raffinées, Adana était vêtue simplement, les cheveux attachés en arrière avec pudeur. Pourtant, son rire résonna comme une cloche dans la foule, sa présence magnétique et gracieuse. Elle était la fille du célèbre herboriste du village, un guérisseur dont le savoir et le savoir-faire étaient respectés dans tout le pays. Chidi, d'habitude si absorbé par ses affaires, se sentit attiré par elle. Il l'observait avec curiosité, sentant une vague d'étrangeté palpiter en son cœur, une sensation qui n'avait rien à voir avec le profit ou le commerce. Il s'approcha d'elle ce jour-là, un geste simple mais audacieux qui marqua le début d'une cour discrète. Contrairement à d'autres prétendants qui auraient pu apporter des cadeaux extravagants, les marques d'affection de Chidi étaient attentionnées et uniques. Une herbe rare venue d'un pays lointain, un précieux corbeau acquis auprès de marchands. L'appréciation d'Adana était sincère, et leur lien s'est rapidement renforcé. Leur histoire d'amour est devenue le sujet de conversation du village. Les anciens les observaient avec approbation, remarquant l'équilibre de leur personnalité. Elle tempère son ambition, et il fait ressortir son esprit, disait-il. Lors de leur mariage, le village s'est joint à une joyeuse célébration. Des lanternes étaient suspendues aux arbres, la musique emplissait l'air et les danseurs se mouvaient sur des rythmes gracieux tandis que les enfants riaient et jouaient. Le griot chantait leur union, la comparant au cours d'une rivière, constante, profonde et indestructible. Ce soir-là, ils étaient entourés de leurs proches, et les étoiles semblaient briller un peu plus fort. Dans leur modeste demeure, Chidi et Adana ont bâti une vie remplie de joie et de rêves partagés. Bien que Chidi fût un riche marchand, il accordait plus d'importance à sa vie à Adana qu'à ses biens matériels. Souvent, disait-il, une bourse pleine et vide s'il n'y a personne avec qui la partager. Ensemble, ils rêvaient d'avoir des enfants, et surtout d'un fils, quelqu'un qui hériterait du savoir-faire de Chidi et perpétuerait son héritage. L'idée d'élever un enfant qui apprendrait ses coutumes et marcherait sur ses traces remplissait Chidi de fierté et d'impatience. Lorsqu'Adana commença à montrer des signes de grossesse, le village célébra avec elle. Les anciens offraient des bénédictions, les mères murmuraient des prières et les enfants jouaient à deviner le sexe du bébé. Un sentiment d'attente emplissait l'air, et l'amour de Chidi et Adana ne fit que grandir tandis qu'ils se préparaient à accueillir cette nouvelle vie dans leur famille. Adana commença à coudre de minuscules vêtements et à cueillir des herbes qui fortifieraient et protégeraient l'enfant. Chaque soir, Chidi posait sa main sur son ventre, lui murmurant des espoirs et des vœux pour l'avenir. Cet enfant, croyait-il, serait doté d'intelligence, de bonté et de force, reflet de ses deux parents. Chaque jour qui passait, l'impatience grandissait et tout le village attendait avec impatience de rencontrer l'enfant qui perpétuerait le nom de Chidi le commerçant. Il croyait qu'il apporterait prospérité, espoir et fierté à la famille et à la communauté. Mais à leur insu, le destin avait tracé un chemin différent. Ce qui les attendait allait remettre en question non seulement leurs attentes, mais aussi leurs convictions les plus profondes. Car à cette époque, une première grossesse était considérée comme aussi délicate que la rosée du matin sur une toile d'araignée. La joie de Chidi était sans bornes, mais elle s'accompagnait du poids de générations de traditions qui pesaient sur ses épaules. Sa lignée remontait au grand prince marchand des États Haoussa, homme dont les empires commerciaux s'étendaient à travers le Sahara tels les fils d'or d'une tapisserie royale. Un fils, lui murmuraient les anciens lors des veillées, ta lignée doit se perpétuer par un fils. Suivant une ancienne coutume,
Shidi rechercha la sagesse de Baba Jumé, le babolowo le plus vénéré de tout Umidig. Le domaine du vieil oracle se trouvait à l'orée du village, où les bruits animés du marché se fondaient dans les murmures des esprits. « Je vois des ombres doubles dans ton avenir », avait dit le vieil homme, les yeux embrumés par des visions. La lune s'est fendue, et avec elle, ton destin. Mais prends garde, Shidi, car les traces des ancêtres n'apparaissent pas toujours comme on l'attend. Mais Shidi, dans son excitation, n'avait que ce que son cœur désirait entendre, la promesse d'une continuation. Les mois de grossesse d'Adana furent rythmés par les rituels et les préparatifs. Sa mère lui apportait des herbes médicinales cueillies au clair de lune pour assurer la sagesse de l'enfant. Pourtant, même en cette période de joie, d'étranges présages commencèrent à apparaître. Le ciel habituellement clair d'Umidig était fréquemment traversé par des couples d'aigles. Le vieux baobab de la place du marché, silencieux depuis des générations, gémissait dans le calme de la nuit. Shidi devenait plus protecteur à chaque lune qui passait. Il engagea des gardes supplémentaires pour son domaine et doubla les offrandes au sanctuaire ancestral. Ses voyages commerciaux, qui duraient autrefois des semaines, furent interrompus car il refusait de s'éloigner d'Adana. Au cours des derniers mois, des rêves commencèrent à hanter le sommeil d'Adana. Elle rêvait de lunes jumelles dans le ciel, de rois anciens portant des signes de pouvoir, d'enfants marchant sur des chemins opposés. Mais lorsqu'elle essayait de partager ses visions avec Shidi, il la faisait taire par des mots doux. Les rêves sont comme la brume matinale, mon amour. Ils s'estompent devant le soleil de la réalité. À mesure que le rapprochait, la tension emplissait l'air, tel le silence pesant qui précède une grande tempête. La sage-femme la plus talentueuse d'Umidig, Mama Jara, fut appelée à rester dans l'enceinte, l'œil vigilant, les mains prêtes. La nuit où Adana commença le travail, le ciel lui-même sembla retenir son souffle. Dans la propriété de Shidi, l'air était chargé de tension et imprégné de la douce fumée des herbes qui brûlaient. Mama Jara, ses cheveux argentés luisant à la lumière de la lampe, se déplaçait dans la salle de bain avec l'autorité tranquille de celle qui avait guidé d'innombrables âmes dans le monde. Ses assistants se dépêchaient comme des ombres, préparant l'eau chaude, les linges propres et le tabouret de bain sacré, transmis de génération en génération. La nuit a bien choisi, murmura Mama Jara, ses mains burinées vérifiant le pouls d'Adana. Quand la lune revêt la couleur de la vie, des enfants forts naissent. Mais même en prononçant ces mots de réconfort, son regard trahissait l'inquiétude face à l'intensité inhabituelle des douleurs de l'accouchement. À l'extérieur de la salle de bain, Shidi arpentait la cour tel un lion en cage, ses pas traçant des sillons dans le sable. Son plus fidèle serviteur, le vieux Baba Kami, était assis tranquillement dans un coin, comptant son chapelet et observant l'inquiétude grandissante de son maître. « Dieu est miséricordieux », disait Baba Kami chaque fois que Shidi l'approchait. La même lune qui veille ce soir baignait le lit de ton père et celui du sien avant lui. Les sages-femmes haletaient, faisant des signes contre le mal, car de tels présages étaient rares et puissants. Je vois la tête. La voix de Mama Jahara retentit. Pousse, fille de guerrier, pousse. Le premier bébé vint au monde alors que la lune rouge atteignait son apogée. Mais au lieu du cri habituel d'un nouveau-né, un profond silence s'installa. L'inspiration soudaine de Mama Jahara trancha le silence comme un couteau. Là, sur le visage de l'enfant, s'étendant de sa tempe gauche à sa mâchoire, se trouvait une tache de naissance en forme de croissant de lune, identique à celle qui planait maintenant dans le ciel. Avant que quiconque puisse pleinement assimiler cette vision, la douleur d'Adana reprit avec une intensité renouvelée. Une autre arrive, annonça Mama Jahara, la voix tendue par la surprise. Les ancêtres nous ont bénis avec des jumeaux. Le deuxième garçon est arrivé alors que les premiers rayons de l'aube commençaient à peindre le ciel, parfait et sans tache comme une feuille de palmier fraîche. Lorsque Shidi apprit qu'il avait été béni avec des jumeaux, il tomba à genoux en signe de gratitude. Mais sa joie fut de courte durée. En entrant dans la salle de frappe, son regard se posa d'abord sur son cadet, beau, sans marque, et pleurant à chaudes larmes. Un sourire illumina son visage tandis qu'il tendait la main vers l'enfant. Puis il vit le premier-né. L'expression du père fier se figea, le sang se vidant de son visage à la vue de la tache de naissance. Dans la lumière naissante de l'aube, elle semblait scintiller d'un éclat surnaturel. Shidi recula en titubant, la main levée comme pour éloigner un esprit maléfique. « Quelle est cette malédiction sur ma maison » murmura-t-il d'une voix rauque.
Qu'ont fait les esprits à mon fils? Mama Jara s'avança, sa voix s'inclinant avec l'autorité de ses oreilles. Fais attention à tes paroles, Shidi Dumidek. Cette marque n'est pas une malédiction, c'est un signe. De toute ma vie, je n'en ai jamais vu de semblable, mais les vieilles histoires parlent de telles marques chez les anciens rois. Mais Shidi ne semblait pas l'entendre. Ses yeux étaient fixés sur l'enfant non marqué, ses bras tendus uniquement vers le cadet. Celui-ci, déclara-t-il en soulevant le plus jeune jumeau, est mon véritable héritier. Il s'appellera Kweku, né de la noblesse. Adana, faible dès la naissance mais suffisamment alerte pour sentir les ténèbres s'installer dans leur vie, sera l'enfant marqué contre elle. Alors notre premier-né sera Jayazé, dit-elle doucement, mais d'une voix calme, car il est vraiment merveilleux, quelles que soient les marques qu'il porte. La cérémonie de baptême, organisée le 7e jour après la naissance, donna le ton pour les années à venir. Si les 2 enfants devaient être présentés à la communauté dans la grande cour du palais de l'émir, un seul recevrait la bénédiction complète de la tradition. Pour Kweku, le fils non marqué, Shidi ne lésina pas sur les moyens. Mais au moment de présenter Jayazé, le premier-né marqué, Shidi recula, le visage figé comme un masque de pierre. Ce fut Adana qui s'avança, la tête haute malgré sa faiblesse, pour présenter son premier-né à la communauté. Les murmures s'élevèrent comme des sauterelles dans l'air tandis que l'assemblée contemplait une tâche de naissance. Un signe, murmurèrent certains. Une malédiction, murmurèrent d'autres. La torche de la lune elle-même, dit le plus âgé d'entre eux, les yeux brillants de souvenirs anciens. À mesure que les jumeaux grandissaient, la différence de traitement devenait flagrante. Kweku se voyait attribuer la plus belle chambre du quartier des enfants, aux murs fraîchement peints de symboles protecteurs, tandis que Jayazé était relégué dans une petite pièce près du quartier des domestiques, aux murs nus et aux fenêtres étroites. Pourtant, c'est durant ces premières années que les premiers signes de la véritable nature de chaque enfant commencèrent à apparaître. Kweku, choyé et loué, devint exigeant et prompt à la colère. Ses cris résonnaient dans l'enceinte comme une corne de foire, attirant les serviteurs à sa poursuite. Mais Jayazé, malgré la froideur de son père, affichait un calme qui ne trahissait pas la peur, mais une profonde compréhension. Adana, observant ses fils avec l'œil attentif d'une mère, remarqua que Jayazé restait assis des heures dans la cour, observant les commerçants qui venaient faire des affaires avec son père. Tandis que Kweku jouait avec des jouets coûteux rapportés de contrées lointaines, Jayazé apprenait le langage secret du commerce. Le vieux gardien, Bobakomi, devint son protecteur improbable. Dans la fraîcheur des soirées, lorsque Shidi s'occupait de ses comptes et que Kweku suivait des cours d'arithmétique, Bobakomi racontait des histoires à Jayazé sous le vieux margousier, dans les quartiers des domestiques. « Voyez cet arbre, jeune maître » disait-il d'une voix douce comme du sable mouvant. Certains le qualifient de tordu car il ne pousse pas droit comme les autres. Mais voyez comme son ombre offre du repos à plus de voyageurs que n'importe quel autre arbre du domaine. Parfois, ce que d'autres appellent un défaut est la marque même d'un dessein spécial de Dieu. Adana, bien qu'incapable d'afficher ouvertement sa préférence, trouva le moyen d'élever ses 2 fils de manière égale. Elle envoyait sa fidèle servante, Amina, chercher Jayazé en secret dans ses appartements lorsque Shidi était en voyage commercial. Là, elle lui enseignait les anciens savoirs curatifs de la lignée de son père, constatant avec fierté la rapidité avec laquelle il assimilait ses connaissances. « Ta marque, lui disait-elle en effleurant doucement le croissant de lune sur son visage, est comme la lune elle-même, une lumière dans l'obscurité. Ne laissez personne vous faire honte. » Mais le monde au-delà des murs de l'enceinte n'était pas aussi clément. Lorsque les jumeaux commencèrent à s'aventurer sur la place du marché avec leur nourrice, les réactions furent immédiates et violentes. Les marchands qui s'inclinaient profondément devant Kweku détournaient le regard de Jayazé. Les enfants pointaient du doigt et murmuraient, faisant parfois des signes contre le mal. Pourtant, même ici, des schémas apparurent que nul ne pouvait ignorer. Lorsque Kweku traversait le marché, les commerçants le traitaient comme un prince. Mais lorsque Jayazé passait, les plus âgés d'entre eux gardaient un étrange silence, certains se touchant même le front dans un geste si ancien que sa signification s'était perdue. Le contraste s'accentuait à chaque saison. Lors de la fête des récoltes, Kweku était vêtu de la plus fine soie de Damas, assis à la droite de son père. Jayazé observait dans l'ombre, vêtu d'un simple coton, sans rien manquer de ses yeux. Tandis que Kweku apprenait à exiger, Jayazé apprenait à observer.
Les jumeaux atteignirent leur 7e année, l'âge où les jeunes garçons issus de familles nobles et marchandes étaient envoyés à Macarenton à l'eau, la prestigieuse école qui avait formé les plus brillants esprits d'Umidic pendant des générations. Le matin de leur premier jour s'annonça clair et lumineux. Kwekhu arriva aux portes de l'école, monté sur un jeune étalon, sa robe impeccable et neuve. Derrière lui, Jayazé marchait tranquillement, sa simple robe de coton, propre mais sans prétention, sa tache de naissance en forme de croissant semblant briller dans la lumière matinale. Emika, le vieux directeur, se tenait à l'entrée pour accueillir ses nouveaux élèves. Son regard, aussi perçant que celui d'un faucon du désert malgré son âge, s'attardait sur la marque de Jayazé. La main du vieux professeur trembla légèrement lorsqu'il toucha son front, un geste qui ne passa pas inaperçu auprès des mères qui l'observaient. « J'ai enseigné aux fils d'Amir et aux enfants de chauffeurs Camo, » annonça Emika aux parents rassemblés, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Il s'interrompit, remarquant l'expression de Chidi qui s'assombrissait. Je n'ai jamais vu un couple de frères aussi intéressant. Les différences entre les jumeaux devinrent encore plus marquées entre les murs de briques crues de l'école. Kwekhu, censé exceller, peinait à interpréter les vers les plus simples. Sa frustration se manifestait par des accès de colère qui poussaient les plus jeunes à se mettre à l'abri. Pourtant, malgré ses mauvais résultats, les dons de Chidi à l'école lui valaient des éloges. Jayazé, en revanche, révélait des talents incontournables. « Regardez, disait Emika aux érudits en visite, observez ce qui se passe lorsqu'on lui présente un problème commercial. Il publie des calculs complexes, des caravanes de marchandises différentes, des prix variables, des destinations multiples. Jayazé ferme les yeux, sa tache de naissance s'immobilisant légèrement, et fournit des réponses plus vite que les marchands ne peuvent consulter leur tableau de comptage. Un incident particulier survenu à l'école fit couler beaucoup d'encre à Umidig pendant des semaines. Un riche commerçant de canaux s'était arrêté pour observer les cours et avait posé aux élèves une énigme qui avait déconcerté ses propres comptables. Si une caravane quittant canot chargée de soie croisait 3 autres caravanes sur la route, chacune échangeant des portions différentes de leurs marchandises à des prix différents, quel serait le bénéfice final en pièces d'or? Tandis que les autres élèves gravaient des chiffres dans le sable et que Kwekhu boudait dans un coin, Jayazé se tenait debout et détaillait calmement non seulement le bénéfice final, mais aussi une erreur cachée dans les calculs initiaux du commerçant. Le commerçant de canaux fut si impressionné qu'il proposa immédiatement de financer les études de Jayazé. La réponse de Chidi fut prompte et brutale. « Mon fils Kwekhu héritera de mon empire commercial, déclara-t-il publiquement. L'homme marqué n'a pas besoin d'une telle éducation. » Les serviteurs murmuraient qu'ils retrouveraient Jayazé dans la cour, tard le soir, s'exerçant à ses calculs au clair de lune. Les marchandes commencèrent à lui glisser des manuscrits cachés dans des paniers de fruits, et les vieux commerçants laissaient par mégarde leurs parchemins comptables là où ils pouvaient les trouver. Adana, observant tout avec le regard inquiet de sa mère, remarqua que les taches de naissance semblaient briller davantage à chaque fois que Jayazé apprenait quelque chose de nouveau. « Ton père s'aveugle peut-être » disait-elle en appliquant des herbes médicinales sur les blessures de son dernier châtiment, mais d'autres commencent à voir. En effet, d'étranges incidents se multipliaient. Les voyageurs s'arrêtaient net en voyant Jayazé offrir des bénédictions en langues anciennes. Au marché, de vieilles femmes lui glissaient des amulettes protectrices dans les mains, chuchotant signes royaux et anciennes prophéties. Alors que les jumeaux atteignaient leur 15e anniversaire, les grandes routes commerciales qui avaient enrichi Umudek pendant des générations commencèrent à lui annoncer des nouvelles inquiétantes. Chidi, désormais novice dans les temples mais toujours respecté sur le marché, décida qu'il était temps pour Kwekhu de se lancer sérieusement dans l'apprentissage du métier familial. « Mon fils, proclamait-il lors des prières du soir, tu t'assiéras à ma droite et apprendras les secrets qui ont fait la renommée de notre famille. » Son regard évita délibérément Jayazé, assis lancieusement dans l'ombre, luisant faiblement à la lumière de la lampe. L'entrée de Kwekhu dans le monde du commerce fut comme une tempête de sable s'abattant sur le marché. Les vieux commerçants échangeaient des regards entendus tandis que les affaires filaient comme de l'eau entre leurs mains. Afk, jeune maître, se retourna, un commerçant qui connaissait Chidi depuis 30 ans. Les routes du désert n'ont que faire des beaux vêtements ou des paroles fières. Ils ne respectent que la sagesse et la patience. Mais Kwekhu, choyé depuis sa naissance, n'avait appris ni l'un ni l'autre. En quelques mois, 3 partenariats commerciaux majeurs, qui avaient soutenu la famille pendant des générations, étaient menacés de rupture.
Les fils d'anciens partenaires commerciaux, autrefois soucieux de préserver les alliances de leur père, commencèrent à s'installer ailleurs. Pendant ce temps, Jayazé, bien qu'interdit d'accès au principal commercial, avait créé son propre réseau subtil. Dans les recoins discrets du marché, ses prédictions sur les prix et les itinéraires étaient répétées à voix basse et respectueuse. Un soir fatidique, une crise éclata qui allait ébranler les fondements de l'empire commercial de Chidi. Une immense caravane, transportant la totalité des investissements de la saison en soie et en or, fut signalée perdue dans le désert. Kwaku, qui avait insisté pour changer d'itinéraire contre l'avis de guides expérimentés, avait condamné l'aventure avec son orgueil. La nouvelle se répandit sur le marché comme une traînée de poudre. Les créanciers commencèrent à apparaître chez Chidi, exigeant le paiement de leurs dettes. D'anciens partenaires commerciaux murmuraient qu'ils pourraient réclamer leurs dettes anciennes. Pour la première fois, des rides d'inquiétude apparurent sur le visage fier de Chidi. Ce soir-là, Jayazé était assis seul dans sa petite chambre, le clair de lune projetant une lueur argentée sur sa tache de naissance. Grâce à son réseau d'amis modestes, il avait appris quelque chose que personne d'autre ne savait. La caravane n'était pas perdue, mais avait été guidée par de vieux esprits du désert vers un havre de paix, attendant la fin d'une grande tempête de sable. Il savait aussi autre chose. Son frère Kwaku, désespéré de cacher son erreur, projetait secrètement de vendre les contrats commerciaux les plus précieux de leur père pour couvrir ses pertes, contrats qui appartenaient à la famille depuis 7 générations. Adana, trouvant le fils de sa marque, plongé dans ses pensées, lui toucha doucement l'épaule. « La lune est pleine ce soir, murmura-t-elle, comme à ta naissance. Il est peut-être temps que la vérité brille aussi fort que ta marque. » Jayazé leva les yeux vers sa mère, ses yeux reflétant une sagesse bien supérieure à son âge. « Demain, dit-il doucement, tout changera. Les anciennes prophéties parlent d'un temps où la véritable valeur devra être révélée, où les signes anciens ne seront plus niés. » L'aube se leva sur le marché de Yumidik. La nouvelle s'était répandue plus vite que le feu du désert. L'empire commercial de Chidi était au bord de l'effondrement. À l'intérieur, Chidi était assis dans sa salle de comptage, ses épaules fières enfin courbées sous le poids du désastre imminent. Devant lui gisaient des documents éparpillés, preuve des décisions désastreuses de Kwaku. La caravane perdue n'était que le début. Dettes secrètes, paris insensés et erreurs arrogantes formaient un réseau menaçant d'étrangler l'héritage familial. « Père », la voix de Kwaku tremblait devant Chidi, « j'ai trouvé une solution. Le marchand Kona de Tombouctou nous offre suffisamment d'or pour payer nos dettes. Il ne demande en échange que les anciennes routes commerciales de notre famille. » Ces paroles flottèrent dans l'air comme du poison. « Les baïsi de Chili, c'est vida. » Ces routes, transmises de génération en génération, valaient plus que de l'or. Ils étaient le fondement même du pouvoir de leur famille. Espèce d'idiot! La voix de Chidi claqua comme le tonnerre. Vendrais-tu l'âme de notre famille pour couvrir tes erreurs? Mais avant que Kwaku puisse répondre, une voix douce s'éleva depuis la porte. Il existe une autre solution. Tous les regards se tournèrent vers Jayazé, debout, sa tache de naissance semblant s'immobiliser dans la pénombre. Les ombres qui hantaient sa présence s'étaient dissipées, remplacées par une aura d'autorité tranquille qui réduisait au silence même les créanciers en colère. La caravane n'est pas perdue, poursuivit Jayazé, la voix chargée de certitude. Elle s'abrite dans l'oasis cachée d'Amora, à 3 jours de route au sud de la rivière des tempêtes. Chidi plissa les yeux. Comment peux-tu savoir ça? De la même manière que je sais que l'offre de Kona est un piège, répondit calmement Jayazé. Son or est emprunté aux pirates côtiers. Ils ne cherchent pas seulement à nous frayer un chemin, mais aussi à nous détruire. Ils rassemblèrent le Mahmud des marchands. Tout le monde était au courant de la récente et mystérieuse ascension de Kona, mais personne n'en avait découvert la source. Prouve-le, défia Kwaku, le visage rouge de colère et de peur. Prouvez-le. Jayazé se tourna vers le plus vieux marchand présent, un homme connu sous le nom de gardien des archives. Honorable, vérifiez vos parchemins. Il y a 3 générations, n'y avait-il pas eu une tentative similaire pour s'emparer de ces routes commerciales? Les marques du vrai chemin sont inscrites dans les symboles anciens, des symboles qui correspondent à celui-ci. Il toucha doucement sa tache de naissance. Les mains du vieux marchand tremblaient tandis qu'il déroulait un parchemin jauni. « Par la grâce de Dieu, murmura-t-il, le garçon dit vrai. Les signes sont les mêmes. » Mais Jayazé n'avait pas fini. De sa simple robe, il sortit une petite bourse en cuir.
Ce sont les archives de toutes les transactions effectuées au nom de notre famille au cours de l'année écoulée. Il se mit à lire, détaillant les pertes cachées et les gains secrets, révélant la véritable situation de leur entreprise avec une précision étonnante. Le marché retenait son souffle. Chaque chiffre correspondait exactement au registre privé du marchand. Même les comptables les plus fidèles de Chidi restèrent bouche bée. Et voici, poursuivit Jayazé en sortant un dernier parchemin, la véritable carte pour rejoindre notre caravane. Non pas les routes communes que tout le monde connaît, mais les chemins secrets empruntés par nos ancêtres, marqués par des étoiles et des signes anciens. Il marqua une pause, touchant à nouveau sa tâche de naissance, que certains d'entre nous peuvent encore lire. Pour la première fois depuis 15 ans, Chidi observa vraiment ces marques, le vit vraiment. À cet instant, les bruits de la place du marché semblèrent s'estomper, et il se souvint des paroles prononcées la nuit de la naissance des jumeaux. Les marques des ancêtres n'apparaissent pas toujours comme on s'y attend. Devant lui se tenait non pas la malédiction qu'il redoutait, mais peut-être la bénédiction même qui pouvait sauver tout ce qui lui était cher. À toi de choisir, père, dit doucement Jayazé. Fais confiance à leurs trompeurs de carnal, ou laisse-moi te montrer le vrai chemin que nos ancêtres nous ont laissé. Le temps semblait s'être arrêté sur la place du marché, tandis que Chidi se tenait devant ses deux fils, l'un vêtu de soie mais tremblant de honte, l'autre vêtu d'un simple coton mais se tenant droit, sa tache de naissance luisant d'une lumière surnaturelle sous le soleil du désert. 3 jours plus tard, Chidi parla enfin, la voix lourde de la décision. Nous suivrons le chemin tracé. Mais si la caravane n'est pas retrouvée, mes deux fils devront répondre de leurs actes devant les créanciers. Un petit groupe s'était rassemblé pour le voyage. Chidi, ses fils, 3 gardes de confiance, et à la surprise générale, le vieux Bobakomi, qui insistait pour venir malgré son âge. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une agitation s'éleva à l'entrée du marché. « Je suis Kelchi », annonça l'aîné d'une voix pesante comme le poids des siècles. J'ai parcouru les routes commerciales bien avant la naissance des pères de ton père. Les signes m'annonçaient qu'on aurait besoin de moi ici. Le vieil homme fixa la tâche de naissance de Jayazé et sourit. Oh, enfin, le plus élu revient. Leur voyage commença au lever du soleil. Tandis que d'autres chevauchaient de beaux chevaux, Jayazé marchait devant, semblant lire des signes invisibles aux autres. Sa tâche de naissance s'accentuait à chaque heure qui passait, telle une boussole vivante qui les guidait. La deuxième nuit, alors qu'ils campaient sous des étoiles qui brillaient comme des diamants épars, Kelchi les rassembla autour du feu. Ses mains burinées dessinèrent dans le sable des motifs qui correspondaient parfaitement à la tâche de naissance de Jayazé. Il y a bien longtemps, commença-t-il, sa voix portant le rythme des contes anciens. Les grands royaumes marchands étaient guidés par ceux marqués par la lune. Ils pouvaient lire les secrets du désert. Mais l'orgueil et la cupidité nous ont conduits à ignorer ces élus jusqu'à ce que leurs dons soient oubliés. Il était prophétisé que lorsque les royaumes connaîtraient leurs heures les plus sombres, la lune marquerait à nouveau un enfant. Les mains de Chidi tremblaient au souvenir de ces années de cruauté. Quoiqu'il fixait le sable, la honte gravée sur son visage. Il pensait les avoir conduits jusqu'à un immense mur de dunes qui semblait impossible à franchir. La caravane est perdue, déclara Kwaku avec amertume. Nous devrions faire demi-tour. Mais Jayazé resta immobile, sa tache de naissance flamboyante comme un clair de lune. Écoute, murmura-t-il. Les anciens rois laissaient des signes à ceux qui savaient les lire. Il se mit à marcher, suivant un itinéraire que lui seul pouvait voir. Soudain, un étroit sentier apparut entre les dunes, caché aux yeux de tous, sauf des plus avertis. Tandis qu'il le suivait, le sentier serpentait tel un serpent à travers les montagnes de sable pour finalement déboucher sur une vallée cachée. Là, abrité dans un bosquet de palmiers autour d'un ancien puits, le chef de la caravane s'est précipité en les voyant. Par la grâce de Dieu, nous avons trouvé cet endroit juste au moment où la tempête éclatait. C'était comme si le désert lui-même nous guidait jusqu'ici. Mais comment nous avez-vous trouvés? Avant que quiconque puisse répondre, Kiyoshi leva son bâton, désignant d'anciennes inscriptions gravées dans les parois de pierre du puits. Là, usée par des siècles de vent du désert, mais toujours visible, se trouvait la même marque en forme de croissant qui ornait le visage de Jayazé. C'était autrefois un point de passage royal, déclara Kiyoshi d'une voix pleine d'autorité. Employé autrefois par les caravanes guidées par le roi, il était réservé à ceux qui portaient la marque de la lune. Il se tourna vers Chidi.
Votre fils aîné porte le signe des anciennes maisons régnantes. La marque que vous méprisiez comme une malédiction était toujours une bénédiction, un don de vos ancêtres pour préserver leur héritage par l'intermédiaire de leur véritable héritier. Chidi tomba à genoux devant son fils proie, des larmes traçant des sillons dans la poussière du désert sur son visage. « Mon fils, murmura-t-il, peux-tu pardonner à un père trop aveugle pour voir la bénédiction que Dieu lui avait accordée ?» Le retour à Humidec ressemblait à une scène tirée d'une légende ancienne. Alors que la nouvelle du sauvetage miraculeux de la caravane se répandait, les gens se massaient dans les rues pour apercevoir le cortège. Mais cette fois, Jayazé chevauchait en tête, sa tache de naissance resplendissante, tandis que Chidi et Kweku suivaient. La place du marché explosa de joie. Les marchands, qui avaient autrefois ricané devant la marque de Jayazé, se touchaient maintenant le front en signe de révérence à son passage. « Kweku restera mon frère et mon partenaire », déclara Jayazé devant les marchands rassemblés. Car la bénédiction de la lune nous enseigne que la lumière et l'ombre doivent travailler ensemble. Kweku, humilié par le pardon de son frère, s'agenouilla et lui promit fidélité. Chidi, le cœur enfin ouvert, rassembla ses deux fils devant la grande assemblée. « J'ai reçu 2 bénédictions, proclama-t-il d'une voix chargée d'émotion, mais mon orgueil insensé ne me permit d'en voir qu'une. Adana, voyant sa famille enfin réunie, vit ses années d'espoir secret s'épanouir comme des fleurs du désert après la pluie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne.